entre le 6e et le 9e siècle, où on utilisait les parfums non pas portés sur soi, non pas pour se parfumer les vêtements, mais pour parfumer le corps lui-même en ingérant des pilules composées de différentes plantes, souvent des angéliques par exemple, donc des ombellifères. Et l'idée, dans un cadre un peu conceptuel, disons taoïste, où il y a une importance extrême de consommation de différentes substances, et bien là, on devait prendre chaque jour ces pilules. Et alors, il était promis qu'au bout de 10 jours, par exemple, la peau commençait à être parfumée. Au bout de 30 jours, c'était l'intérieur du corps. Au bout de 3 mois, c'était les os, carrément, qui étaient parfumés. Et puis, au bout de 10 mois, le corps était tellement parfumé qu'on sentait ce parfum à travers les vêtements. Et puis, il y a une substance extrêmement importante, qu'on a évoquée déjà, qui, elle, vient non pas d'une plante, mais d'un animal, le musc, qui vient du chevrotin porte-musc, qui, chez le mâle, a une poche qui lui sert à marquer son territoire, en quelque sorte, et à attirer les femelles. Eh bien, ce musc est vraiment l'une des substances les plus utilisées dans tous les encens, dans toute la composition des encens et des parfums. Ce chevrotin se trouve dans l'Himalaya et se trouvait aussi dans les régions centrales de la Chine. Et alors, elle était très réputée, cette substance, puisque il y a des médecins, des alchimistes, tout ça, qui conseillaient d'en mettre même entre les doigts de pied quand on devait partir dans les montagnes. Alors les montagnes, c'était assez fascinant, mais ça faisait un peu peur. Et alors pour lutter, pour éloigner les mauvaises influences, mais également les tigres, les serpents venimeux, eh bien on devait porter ce musc. Et le musc était aussi très très réputé dans les traités de matière médicale, de pharmacopée, pour chasser tous les cauchemars. Et ce musc, c'est assez fascinant parce que ça continue à être utilisé énormément, même au XIXe siècle, puisque un voyageur français, Évariste Huc, un lazariste, qui voyage dans les années 1840 en Chine, à un moment signale que l'Empire chinois sent entièrement le musc partout. Alors nous arrivons à la dernière partie, enfin les 2 dernières parties de cette exposition Éric Lefebvre, la dynastie des Tsing. Alors on voit encore évidemment ces objets, ces brûle-parfums qui changent de forme, qui changent de matière. Il y en a certains en bambou, ça devient très, très à la mode je crois à l'époque. Certains sont sculptés dans du jade, d'une finesse extrême. Certaines sont en forme de cage aussi, pour que justement le parfum puisse sortir de plusieurs côtés. Est-ce que ça, donc voilà, sous cette dernière dynastie, les Tsing, est-ce que c'est la technique du brûle-parfum qui est quand même un objet extrêmement important évidemment dans cette culture de l'encens, se change, évolue de manière... Les couleurs aussi, nous sommes devant un ensemble rose, une couleur qu'on n'avait pas encore tellement vue précédemment. Effectivement, nous sommes ici placés en face de 5 objets qui sont justement 5 objets destinés à l'autel, qui manifeste toute la magnificence impériale, en particulier sous le règne de l'empereur Tianlong au XVIIIe siècle. Et nous avons justement le nom de l'empereur qui est porté sur chacun de ces objets, qui sont effectivement d'une couleur rubis et qui manifestent cette technicité sans équivalent qui est atteinte notamment par les céramistes dans la conception de la porcelaine à l'époque justement des Tsing, une porcelaine qui peut être décorée avec un ensemble d'émaux qui sont justement au départ une technique venue d'Occident et qui est justement transposée. Il faut se souvenir que à l'époque, évidemment, il y a la présence de ces missionnaires
jésuite à la cour impériale, dont l'apport va être évidemment très important en ce qui concerne certains aspects techniques. Alors cette technicité, elle est mise au service d'une forme d'innovation dans la typologie des brûle-parfums. À côté des formes classiques venues de l'Antiquité, reprises par les Song, eh bien, on a des formes entièrement nouvelles qui apparaissent. On a notamment présenté dans l'exposition quelque chose qui semble vraiment être un tour de force du point de vue du céramiste, en particulier de la porcelaine, puisque on a une pièce qui est parallélépédique et qui est ajourée sur toutes ses faces. Donc évidemment, les risques d'effondrement à l'intérieur du four sont vraiment au maximum, et cette pièce, elle est donc parfaite. Nous avons aussi ces pièces que vous avez signalées à l'instant, qui sont de forme cylindrique, et évidemment la forme cylindrique naturelle par excellence, c'est la forme du bambou, et ces brûle-parfums sphériques en bambou qui apparaissent dès l'époque des Ming, mais qui sont encore très populaires au début de l'époque des Qing. Eh bien, ils sont justement sculptés d'une manière très délicate dans cette surface très mince qui est celle du bambou, et dans laquelle les artisans réussissent à évoquer tout un petit paysage qui recouvre toute la surface, et qui est parfois d'ailleurs un paysage historié, ce qui était quelque chose de totalement transparent pour les personnes de l'époque, puisqu'on retrouve des grands thèmes lettrés comme les 7 sages de la forêt, des bambous ou d'autres thèmes. Pour conclure, peut-être Federico Bragé, Éric Lefebvre, sur peut-être l'usage aussi aujourd'hui. Alors l'exposition s'arrête au début du XXe siècle. Cette culture du parfum, elle est j'imagine, toujours présente. Alors, aux origines de ce projet, il y a justement le fait que cette culture de l'encens en Chine, aujourd'hui, elle est renaissante. Et elle est renaissante d'une manière vraiment assez spectaculaire. Donc au cours de voyages que j'ai pu effectuer il y a 5 ou 6 ans en Chine, je me suis rendu compte que aussi bien dans les librairies, mais aussi dans les pratiques des amateurs, parfois regroupés en associations, qui aussi échangent sur Internet. On voit que l'intérêt pour les pratiques anciennes, pour les matières anciennes, pour les objets de l'encens, qui sont à nouveau collectionnés avec ferveur, eh bien, il y avait une espèce de synergie entre tous ces éléments, et qu'il y avait un véritable phénomène de renaissance qui vraiment était frappant et dont on avait envie très naturellement de participer. Oui, aujourd'hui, il y a certainement un intérêt de plus en plus grand pour... Sur Internet, par exemple, c'est très frappant. Il y a énormément de sites qui sont consacrés à cette culture de l'encens, sachant que il y a un peu tout à redécouvrir, puisque vous pouvez imaginer que sous l'ère, dans la Chine maoïste, il n'y avait pas une fascination pour la culture décadente des lettrés autour des parfums et des encens. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître, avec la recherche aussi d'une sorte de spécificité, de rapport au parfum, qui intéresse aussi, depuis peu de temps, un certain nombre de chercheurs, d'historiens, de la même façon que nous sommes quelques-uns en dehors de la Chine, mais en collaboration avec ces chercheurs, à commencer à faire une histoire des parfums dans la mouvance de ce qu'on a pu appeler l'histoire des sensibilités, l'histoire évidemment de l'odorat. Alain Corbin, le miasme et la jonquille, c'est évidemment très très cher à tout, au cœur de tous les historiens. Et on s'aperçoit que même si on n'a pas le même genre de sources que dont nous disposons sur l'Occident,
eh bien, il y a une très 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 grande richesse à la fois des objets, mais des sources écrites, des sources de lettrés, des sources dans les romans. Le rêve du pavillon rouge, il y a continuellement à chaque page l'allusion à des parfums. Hein. Donc il y a tout un champ de recherche historique qui s'ouvre et qui est vraiment accompagné aussi par une recherche au quotidien d'amateurs, de curieux pour essayer de revitaliser cette culture chinoise des encens. Merci à vous, Éric Lefebvre et Frédéric Aubrager, pour cette visite. Et puis l'exposition dure jusqu'au mois d'août, je crois, Éric Lefebvre. Tout à fait, l'exposition se poursuit tout l'été jusqu'au 26 août.为啥你全不向家乡游？哎呦，为啥你全不向家乡游？ Et c'est sur ce morceau de Lily Chao que nous nous quittons aujourd'hui. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. La prise de son a été assurée au musée Tchernouski, donc à Paris, par Raymond Alboui. Le mixage par Éric Boisset, en direct